Vous pensez les arbres inoffensifs et incapables de causer le moindre dommage. Oubliez ça, certains arbres n'existent que pour une seule raison, tuer. Mais pourquoi? Et surtout, comment? On va tout vous dire. Commençons par quelque chose de simple, le meurtre accidentel. Si je vous disais qu'il existe un arbre qui tue des quantités d'oiseaux tout au long de sa vie sans rien y gagner. Ça paraît fou car tout a généralement une raison d'être, pas vrai? Et pourtant, les arbres Pisonia sont des tueurs d'oiseaux et ils n'en profitent même pas. Ils produisent des gousses collantes que les oiseaux voient comme de délicieux casse-croûtes. Mais quand un oiseau se pose sur la branche, prêt à manger, il reste coincé. Parfois, l'oiseau se retrouve couvert de gousses, au point de ne plus pouvoir s'envoler, et il finit par mourir de faim. Ce phénomène se produit régulièrement, ce qui a suscité la curiosité des chercheurs. Ils ont voulu savoir si les arbres bénéficiaient de ces incidents, et il s'avère que non. Les arbres Pisonia n'ont rien à gagner dans l'histoire. Ils sont comme ça, un point c'est tout. On considère à juste titre qu'ils font partie des arbres les plus dangereux au monde. Des tueurs sans état d'âme et sans pitié. En fouillant parmi les racines et les branches d'un arbre Pisonia, on peut trouver des milliers d'os fragiles et de minuscules cadavres momifiés. Charmant. Comme je le disais, les graines se coincent dans les plumes des oiseaux, ce qui les rend trop lourds pour voler. Même si aucun prédateur ne les capture, ces oiseaux sont condamnés à une mort lente par inanition. Ils finissent leur vie dans les branches d'un arbre Pisonia, laissant derrière eux un cadavre desséché qui pend comme un étrange fruit ou un inquiétant ornement de Noël, encore plus charmant. Tout ça crée un cercle vicieux. Ces oiseaux coincés attirent les rapaces, mais eux aussi risquent de se retrouver coincés à cause des gousses collantes. C'est comme si l'arbre ne se souciait pas de l'identité de ses victimes, comme s'il s'agissait d'une sorte de maniaque. Les maniaques sont connus pour avoir une apparence ordinaire, tout comme ce cactus. C'est la plante la plus dangereuse que l'on puisse rencontrer dans les déserts du Mexique et des États-Unis. Il faut un microscope pour l'étudier de près, mais on en a toujours un sur soi quand on voyage dans le désert, pas vrai? Ce cactus se propage en plantant ses épines dans tout ce qui s'approche de lui. C'est un moyen simple et direct de se reproduire et d'étendre son territoire. Les épines du cactus sont très adhérentes car munies de minuscules barbillons. Il est presque impossible de les arracher. Ce cactus a tout prévu. Le problème, c'est que ces épines sont très douloureuses. Si elles restent coincées dans la peau, surtout si elles sont nombreuses, c'est un cauchemar de les enlever. C'est pourquoi les animaux évitent de s'en approcher. Mais des créatures plus petites, assez légères pour ne pas se faire piquer, utilisent ce cactus comme protection contre les prédateurs. La bonne nouvelle, c'est que ce cactus n'a jamais causé aucun décès. Mais imaginez, si un animal le percute accidentellement, il sera couvert d'épines. Même si la pauvre bête ne succombe pas tout de suite à la douleur, il lui sera presque impossible de retirer ses épines. Pour que vous compreniez bien, lors de la réalisation du documentaire, l'animateur a enfilé un gant épais pour toucher un de ces cactus. Mais ça n'a pas suffi. Presque tous les cactus sont dangereux, et les toucher est douloureux, mais certains animaux n'en ont rien à faire. Et pas seulement des petites bestioles toutes légères, je pense à certains animaux plus gros, mais néanmoins très adroits. Il y a quelques années, quelqu'un a pris une photo d'un lynx perché au sommet d'un cactus de 15 mètres. À première vue, on pourrait croire que l'animal est coincé là-haut, comme ça arrive parfois aux chats. Et en effet, le lynx est bel et bien piégé, mais pas à cause du cactus lui-même. Il a escaladé ce cactus pour échapper à un puma. Le puma lui-même pourrait tenter l'escalade, mais il est trop lourd. Finalement, il décide de renoncer. Une fois en sécurité, le lynx est descendu du cactus et il s'est éloigné, permettant au photographe de l'inspecter. Il n'y avait que des traces de griffes, mais pas de sang ni de poils. En d'autres termes, le lynx n'avait pas été blessé. Peut-être même qu'il y venait tous les jeudis. Mais revenons aux arbres vraiment dangereux. Dans les forêts denses, surtout si elles sont tropicales, l'espace est précieux. Les plantes vivent du soleil, elles sont donc en compétition permanente pour y accéder. Chez les végétaux, les questions de morale n'existent pas et toute méthode efficace est bonne à prendre. Le figuier étrangleur le sait mieux que quiconque.
Cette plante commence sa vie sous la forme d'une minuscule graine déposée par un oiseau sous le couvert forestier. Elle prend racine à partir du tronc d'un arbre qui l'abrite et elle se propage jusqu'au sol dont elle commence à absorber les nutriments. Pendant quelque temps, tout va pour le mieux, mais petit à petit, les racines s'enroulent autour de l'arbre hôte. Elles s'étendent et forment un treillis qui entoure le tronc. La couronne du figuier étrangleur produit un feuillage qui devient assez grand pour faire de l'ombre à l'arbre. Avec le temps, cette étreinte peut étouffer l'hôte, littéralement. Le figuier empêche les nutriments du sol de nourrir l'arbre et il bloque presque toute la lumière. L'arbre hôte finit généralement par mourir, il se met à pourrir et c'est exactement ce qu'attend l'étrangleur. Une fois l'hôte détruit, l'intérieur creux demeure et le figuier se sert des nombreux trous pour se frayer un chemin et accéder à encore plus de lumière. Voici à quoi ressemble un arbre victime d'un figuier étrangleur. C'est les restes d'un tronc de cyprès qui a été coupé. La partie centrale a pourri, laissant la place au figuier, lequel se portait à merveille. Et voici une vue de l'intérieur, après que l'arbre hôte a pourri. Ce qui est ironique, c'est que ce prédateur féroce joue un rôle vital dans l'écosystème, en nourrissant de nombreuses espèces. Dans l'arbre qu'il habite, il y a de l'espace pour des invertébrés, des rongeurs, des chauves-souris, des reptiles, des amphibiens et des oiseaux. Pour eux, c'est comme un complexe résidentiel. Et paradoxalement, ce tueur vicieux peut même sauver la vie de sa victime lors d'une tempête tropicale. Des chercheurs ont comparé les arbres tombés aux arbres encore debout. Ils ont découvert qu'après une tempête, les survivants étaient 4 fois plus susceptibles d'avoir un grand figuier étrangleur attaché à eux. Le figuier a de multiples façons de protéger son hôte. Ses racines se fixent aux arbres voisins et au sol, procurant de la stabilité à l'hôte, ce qui le renforce. En outre, les feuilles du figuier comblent les trous dans le couvert forestier, assurant ainsi une protection contre le vent. Enfin, le réseau racinaire complexe du figuier agit comme un échafaudage, fortifiant le tronc de l'arbre qui l'enserre dans son étreinte mortelle. C'est comme un exosquelette en cas de conditions météo difficiles. Et j'aime bien l'aspect du figuier étrangleur. Il y a quelque chose d'esthétique là-dedans, contrairement à ces arbres. On les croirait sortis des cauchemars d'une personne tripophobe, mais avec en plus des épines qui recouvrent leur tronc. Ces épines sont rapprochées et tranchantes. Sous l'écorce de ces arbres coule une sève toxique et leurs fruits alléchants cachent une douloureuse surprise. Ils ont l'air délicieux, mais leur consommation provoque de fortes crampes et des nausées. Le simple fait de se trouver à proximité de ces arbres présente un risque, car leurs fruits mûrs peuvent exploser inopinément et éjecter des graines à grande vitesse et à une distance de 30 mètres. On dirait une création tout droit sortie d'un roman de Stephen King. Il ne manque que des extraterrestres. Mais bien sûr, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ces arbres dangereux appartiennent à une espèce à feuilles persistantes appelée sablier. Cet arbre est originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud et du Mexique. Ça semble être l'endroit parfait pour lui. Cet arbre est capable de tuer des animaux et des humains. Les graines explosives ne peuvent pas causer de graves blessures, mais les épines sont un autre problème. Elles contiennent une sève toxique. Et le fait qu'il n'y ait rien d'autre que de la jungle tout autour rend les choses vraiment risquées. On l'appelle aussi l'arbre dynamite, car ses gousses explosent bruyamment, bien que l'arbre ne cherche pas à tuer qui que ce soit. Il se propage ainsi d'une manière unique et assez amusante. Mais il n'y a pas de quoi rire, car lorsqu'un fruit éclate, ces morceaux sont projetés à 250 km/h. C'est comme des éclats d'obus qui partent dans tous les sens. Et les fruits étant durs, un coup à la tête peut tuer un petit animal, ou même arracher l'œil d'un humain. Cependant, le champion absolu en termes de dangerosité, le Jack l'éventreur des arbres, c'est le mancenillier. Il appartient à la famille des euphorbes et il ressemble un peu à un pommier, mais on le considère comme l'un des arbres les plus toxiques de la planète. Le mancenillier, qui pousse à l'état naturel sur les sols sablonneux et dans les mangroves du sud de la Floride, des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud, a une sacrée réputation. Beaucoup de ces arbres portent des panneaux
d'avertissement. Et pour cause, tout dans ces arbres est dangereux. Les fruits constituent la menace la plus évidente. Comme je l'ai dit, le mancenillier ressemble à un pommier et ses fruits sont semblables à de petites pommes. Ils ont un goût sucré, suivi d'une sensation poivrée dans la gorge et de plusieurs heures d'agonie. Une seule bouchée peut suffire à tuer une personne malchanceuse. Mais ces pommes empoisonnées ne sont qu'un début. Chaque partie du mancenillier est toxique, ce qui rend toute interaction potentiellement mortelle. Son écorce, ses feuilles et sa sève sont empoisonnées. La moindre goutte de sève peut brûler la peau de quelqu'un qui chercherait de l'ombre sous ses branches. Même sans contact direct, la pluie qui ruisselle sur la sève épaisse et coriace peut brûler la peau. Vous me suivez? Se cacher sous un mancenillier pendant la pluie peut provoquer de graves douleurs et des ampoules. Se débarrasser d'un arbre aussi gênant semble être une bonne idée. Cependant, brûler cet arbre libère des toxines qui peuvent conduire à la cécité si on se tient trop près du feu. Certaines îles des Caraïbes peignent une croix ou une bande rouge sur ces arbres pour avertir du danger. Cette attraction sanglante n'est pas dangereuse que pour les humains, mais aussi pour de nombreux animaux. C'est pourquoi ils en restent à distance. Peu d'animaux sont insensibles à son poison. L'un d'entre eux est un lézard de la famille des iguanes. Ce lézard mange les fruits toxiques et il vit même confortablement parmi les branches et les racines du mancenillier. Et maintenant, quelque chose de plus étrange. Lorsque j'ai lu cette phrase, j'ai pas pu m'empêcher de glousser. Elle disait « Même un arbre ordinaire peut devenir un piège mortel quand on est un castor. » Vous me suivez ? Les castors abattent des arbres et construisent des barrages depuis le début du Miocène il y a 24 millions d'années. Mais malgré leur expérience, ils ne sont pas à l'abri d'un accident. Si un castor est imprudent, rappelons qu'il s'agit d'une créature sauvage qui ne connaît pas les mesures de sécurité, un arbre peut le blesser en tombant, ce qui est une condamnation à mort. Il arrive d'ailleurs que la chute d'un arbre tue le castor. Dans tous les cas, la fin de l'histoire est la même. Plusieurs cas ont été observés. Parfois, un castor évalue mal le moment où l'arbre va tomber et la chute commence alors qu'il est encore en plein travail. Sa tête peut alors rester coincée, ce qui entraîne sa mort immédiate, ou presque. Parfois, l'arbre tombe d'une manière qui prend le castor au dépourvu. En général, les castors sont très doués pour en juger, malgré leurs dents de hamster et leur queue en forme de pagaie. Mais tout le monde peut se tromper, et lorsqu'un castor se retrouve coincé, il devient une cible facile pour les prédateurs. Il peut aussi mourir de faim, rien de bien positif. Ça n'arrive pratiquement jamais, seulement à quelques castors très malchanceux. Si ce phénomène était courant, l'évolution aurait poussé les castors à cesser de ronger les arbres, et elle leur aurait conseillé un passe-temps plus sûr, comme ramasser des pierres. Pas de quoi s'inquiéter pour les castors, ils vont très bien, mais pour les colibris, tout peut constituer un piège, même les plantes. Les colibris adorent le nectar, mais ils se nourrissent également d'invertébrés comme des mouches qu'ils attrapent en vol ou des araignées posées sur les plantes. Surprenant, non? J'ignorais ça. Mais en vérité, c'est logique. Lorsqu'il ne pleut pas pendant longtemps dans les déserts d'Arizona et de Californie, le nectar se fait rare. Ainsi, les colibris qui doivent manger régulièrement se mettent à la recherche d'invertébrés, surtout pendant la saison des amours. Parfois, ce changement conduit à des morts dramatiques. Un oiseau peut accidentellement transpercer sa proie avec trop de force et rester coincé dans une plante voisine. On ne le voit pas sur la photo, mais des écailles violettes de la gorge du colibri sont collées à ses serres, preuve qu'il a tenté de se libérer. Parfois, en se débattant vigoureusement, ils finissent par se casser le bout du bec. Quelle que soit la blessure, l'issue est la même, la mort. Les colibris ne peuvent pas échapper à leur sort, de même qu'ils ne peuvent pas voler indéfiniment. Parfois, ils peuvent s'accrocher à l'aide de leur bec, ou même de leur langue, grâce à leur anatomie unique. Et il leur arrive de se retrouver coincés dans des endroits particuliers, par leur propre choix. Regardez ce petit bonhomme à plumes, ou plutôt cette petite bonne femme qui se tient à l'intérieur d'un arbre et qui regarde le monde à travers une étroite fente. Quelle tristesse! Surtout quand on sait que ça peut durer 2 mois, soit toute la vie de l'oiseau. Tout dépend de son partenaire.
Voici un calao, un oiseau tout à fait unique en matière de nidification. Son choix est logique. Il y a beaucoup de prédateurs dans les environs, ce qui rend les nids traditionnels peu sûrs. En outre, il n'y a pas assez de branches, ce qui entraîne une concurrence intense entre les différentes espèces d'oiseaux. Le calao fait preuve d'intelligence et se cache dans un arbre creux. Pour s'y faufiler, il perd des plumes, sans quoi il ne passerait pas, et il bloque l'entrée avec de l'argile. Heureusement, le mâle en apporte, une inquiétude de moins pour la femelle. Au sein de cet espace confiné, les oisillons grandissent en toute sécurité. Le seul inconvénient est que leur père est trop occupé à trouver assez de nourriture pour lui, la mère et les petits. De plus, les prédateurs ne manquent pas et, je vous le rappelle, eux aussi ont faim. Si un mâle meurt pendant la période de nidification, la femelle n'abandonne pas les oisillons pour autant, même si ça signifie qu'ils risquent de mourir de faim. Mais si tout se passe bien, après 2 mois, les petits ayant grandi, le nid devient trop étroit. Quand ils commencent à partir en morceaux, il est temps de quitter les lieux. Tiens, puisqu'on parle d'emprisonnement dans des arbres, on a évoqué des plantes qui agissent comme des criminels. Mais qu'en est-il des arbres qui servent de prison? En fait, il existe plusieurs arbres de ce type. Ils poussent tous en Australie, où vit un célèbre baobab âgé d'environ 1500 ans. Cet arbre mesure plus de 14 mètres de circonférence et son écorce présente une longue fissure qui permet de voir le centre creux de l'arbre, ce qui est assez courant chez les vieux arbres de ce type. L'intérieur spongieux se ramollit et meurt, et ces arbres finissent souvent par devenir creux. Quand il a été découvert, des gens se sont dit qu'il était trop bête de ne rien en faire. Et c'est pas la seule histoire de ce genre. Dans les années 1890, la police de Windham a remarqué des trous dans un baobab creux et s'est dit que ça ferait un bon endroit pour enfermer des prisonniers. Et les policiers s'en sont bel et bien servis pour y loger des gens pendant la nuit. Un article de 1931 indique même qu'il a accueilli 30 prisonniers à la fois. Mais c'est sans doute une exagération. D'autres arbres ont servi de cellules, mais toutes les preuves ont disparu. Aux États-Unis aussi, on employait des arbres pour garder les prisonniers, mais on se contentait de les enchaîner au tronc. N'importe quel arbre faisait l'affaire. Pourquoi se compliquer la vie? Arbres affamés. Les arbres ne se résument pas à leur écorce et à leur désir de tuer, comme on l'a vu aujourd'hui. Ces photos montrent que beaucoup d'entre eux aiment dévorer tout ce qui leur tombe sous la branche. Les arbres sont pas difficiles, ils acceptent tout. Moto, vélo, voiture, panneaux d'avertissement, clôture et même pierre tombale. Tout est bon à prendre. Si la plupart des photos ont été prises en Amérique, certaines proviennent d'autres parties du monde, notamment un arbre britannique affamé qui dévore une boîte aux lettres rouge dans le centre de Londres. L'arbre aux yeux plus gros que le tronc fait penser au titre d'un film d'horreur de série Z. Nombre de ces photos incroyables montrent des arbres puissants qui poussent tout simplement autour d'objets laissés là, quelle que soit leur taille. Ces photos ont fait sensation sur internet et de nombreuses personnes alimentent le site hungrytrees.com de leurs propres photos. Il faut environ 30 ans pour qu'un arbre atteigne ce stade en dévorant quelque chose petit à petit. C'est un long chemin vers la célébrité. Souche résistante. On dit souvent que le monde sauvage est rude et que seules les créatures les plus fortes s'en sortent. Mais une souche d'arbre néo-zélandaise pourrait bien remettre en cause cette idée. Cette souche de kaori aurait dû mourir depuis longtemps car elle a perdu les feuilles vertes nécessaires à la photosynthèse. Pourtant, elle continue de vivre grâce aux arbres voisins qui sont venus à sa rescousse. Ils ont greffé leur système racinaire sur les racines de la souche mourante, l'alimentant en eau et en nutriments. En fait, ils lui ont posé une sorte de perfusion. La question est de savoir pourquoi ces arbres ont choisi d'aider leurs voisins mourants. C'est un comportement pour le moins inattendu. Une possibilité est que ces arbres ont toujours été reliés les uns aux autres pour partager l'eau et les nutriments en période de sécheresse, sur le principe de « je t'aide si tu m'aides ». Cette souche sans feuilles serait tout simplement restée dans le système et elle aurait continué de vivre aux dépens des autres arbres. Et ils n'auraient rien remarqué, parce que, eh bien, c'est que des arbres. Bûcherons en série. Les autorités de Gresham, une banlieue de Portland dans l'Oregon, tentent d'arrêter le tristement célèbre bûcheron de Gresham, un homme
qui aurait abattu environ 700 arbres dans la région sans raison apparente. Une équipe spéciale mise en place par la police de la ville et le service des parcs et loisirs a étudié des milliers de photos à la recherche d'indices qui pourraient l'aider à identifier et à attraper le bûcheron de Gresham. Oui, il est poursuivi comme un vrai criminel. Cet insaisissable tueur en série d'arbres en abat depuis plus d'1 an et il semble devenir de plus en plus audacieux. La police de Gresham a caché des caméras dans la zone que le mystérieux bûcheron semble privilégier. Le plus étrange, c'est que cette personne ne semble pas avoir de motif. Il ne récupère pas le bois et semble couper les arbres au petit bonheur. Croyez-moi, le karma le rattrapera. A plus.